Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Scott Ritter, ancien officier du renseignement des Marines américains et inspecteur des armes de l'ONU, pour discuter de certains événements qui se déroulent actuellement ici en Europe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Nous semblons atteindre la phase finale en Ukraine, ce qui pourrait être une raison d'optimisme, mais c'est aussi une période très dangereuse. Dans la défaite, les pays sont souvent prêts à prendre de grands risques. Pour les Européens, il semble qu'ils soient désormais partagés entre deux options, une escalade dangereuse ou l'acceptation d'une défaite très humiliante. Alors, que voyez-vous se passer actuellement sur la ligne de front, ainsi que sur le plan diplomatique? Je veux dire, c'est ce que moi et d'autres disions être inévitable. C'est l'effondrement inévitable de l'Ukraine. Toute l'entreprise ukrainienne était insoutenable. Militairement, l'Ukraine ne peut tout simplement pas tenir tête à la Russie, même avec le soutien matériel et financier de l'Europe et des États-Unis. Nous voyons maintenant l'Ukraine sur le plan économique, c'est littéralement un cas désespéré. Il n'y a pas d'économie fonctionnelle. Tout est artificiel, maintenu à flot, corrompu à l'extrême. Et un hiver très difficile s'annonce pour l'Ukraine. Leur infrastructure énergétique a été détruite, anéantie. Ils passent maintenant à une économie basée sur les générateurs, ce qui signifie que les prix de tout, même dans des conditions optimales, augmenteront de 20 à 25% cet hiver. Et cela représente 20 à 25% dans une économie déjà dysfonctionnelle, qui ne fonctionne pas. Cela mènera à un effondrement politique, et nous voyons cela se produire en ce moment même. Je veux dire, tout autour de Zelensky, les murs s'effondrent. Je ne sais pas combien de temps encore il pourra tenir, s'il en est capable, si les gens veulent qu'il tienne. Vous savez, il a toujours été une figure de proue autour de laquelle différentes structures de pouvoir se sont construites. Et nous voyons maintenant l'une des grandes structures de pouvoir, celle de Yermak, s'effondrer complètement. Et il n'y a vraiment rien pour le remplacer. Ensuite, on ajoute à cela le fait que l'Europe est complètement dysfonctionnelle en ce qui concerne l'Ukraine. Que des paroles, aucune action. Ils sont incapables de toute action réelle. Je ne m'inquiète pas d'une quelconque escalade venant de l'Europe, car ils ne peuvent pas escalader. Ils n'ont rien avec quoi le faire. Donc tout revient aux États-Unis, qui doivent gérer la chute de l'Ukraine. Et c'est, au fond, ce que nous observons ici. Vous savez, est-ce une main tendue ou une euthanasie? Nous ne savons pas exactement ce qui se passe en ce moment. Une chose que nous savons, c'est que la Russie est en position de force ici. C'est elle qui mène le jeu. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'asseoir et de littéralement montrer le tableau des scores. Chaque fois que les États-Unis hésitent ou essaient de se montrer fermes avec des sanctions, il suffit de pointer le tableau des scores, parce que la Russie marque des points chaque jour, de plus en plus. Et il ne reste plus rien aux Ukrainiens. Nous assistons donc, en quelque sorte, à l'effondrement total de l'armée. Et quand cela arrivera, ce sera fini. Ce sera une reddition inconditionnelle. Ainsi, les États-Unis, à bien des égards, mènent une course contre la montre pour voir s'ils peuvent amener l'Ukraine à accepter quelque chose qui permette, disons, à une certaine version de l'Ukraine qui ne soit pas totalement contrôlée par la Russie d'exister, ou si la Russie obtient tout d'un coup. Eh bien, l'économie est bien sûr en train de s'effondrer. Sur le plan militaire, il semble chaque jour un peu plus vaincu, alors que les Russes avancent de plus en plus rapidement. Mais la débâcle politique est intéressante, et elle s'est évidemment intensifiée avec le départ de Yermak, ce qui m'a un peu surpris. Je pensais que Zelensky le garderait à tout prix. Mais, dans une large mesure, il a été emporté par cette agence anticorruption. Tu disais que l'Amérique pourrait gérer le déclin ou la sortie de Zelensky. Dans quelle mesure, cependant,
Cette agence anticorruption est-elle influencée par Zelensky ou par les États-Unis? Car comme nous l'avons appris dès le début, les politiciens, l'armée, les services de renseignement, les médias, une grande partie de tout cela a été sous un contrôle américain très strict. L'agence anticorruption est-elle aussi un outil permettant aux États-Unis d'exercer une certaine influence sur qui siège à Kiev? Je le pense, oui. Je veux dire, j'ai pas de preuve de cela, c'est purement de la spéculation de ma part. Mais vous savez, les États-Unis ont toléré la corruption ukrainienne, encouragé la corruption ukrainienne. Certains pourraient même dire qu'ils en ont tiré profit, tant que l'Ukraine était capable d'assurer sur le champ de bataille, de maintenir une défense solide, de mener des contre-offensives à la demande, d'envahir Koursk, tout cela, les États-Unis fermaient les yeux. C'était tellement évident lorsque le Congrès n'a même pas permis la mise en place de mécanismes d'audit, parce qu'ils connaissent la vérité. La vérité est connue depuis le premier jour. L'Ukraine est fondamentalement corrompue de haut en bas. Il n'y a aucun aspect de l'Ukraine qui ne soit pas corrompu. Même les forces anticorruption, elles ne travaillent pas pour l'Ukraine. Elles semblent avoir été créées à la demande des États-Unis comme un mécanisme de contrôle. D'après les chaînes Telegram ukrainiennes, à prendre avec des pincettes. Mais historiquement, je ne les citerai pas si elles n'avaient pas souvent vu juste dans leurs analyses de la politique ukrainienne et leur mise en garde. Vous savez, elles disent des choses qui quelques semaines plus tard s'avèrent vraies. Alors, ils disent que le NABU, l'agence anticorruption, détient des preuves non seulement contre Yermak, mais aussi contre Zelensky. Ils affirment qu'ils ont sa voix impliquée jusqu'au cou dans ce qui semble être, tu sais, le schéma de corruption de Mikhnouk, ou peu importe comment s'appelle ce type. Mais on le savait déjà. Je veux dire, c'est pour ça que ce n'est pas un choc. On sait qu'ils prennent une part de tout. C'est comme ça qu'ils restent au pouvoir. C'est comme ça qu'ils construisent des structures de pouvoir. C'est comme ça qu'on se crée des alliés. C'est ta capacité à faire passer de l'argent dans leur poche en échange de l'attribution de contrats. Dans beaucoup de ces contrats, c'est l'équivalent de faux emplois à la manière de la mafia. Tu vois, tu veux faire de la construction à Brooklyn? Eh bien, il faut financer 50 emplois. Vous savez, 40 d'entre eux, les gens se présenteront. 10, personne ne vient. Vous payez simplement pour 10 corps, et la mafia empoche l'argent. C'est ainsi que l'Ukraine fonctionne depuis le premier jour. Ce n'est une surprise pour personne. Donc, si soudainement la corruption devient un problème, c'est que quelqu'un a voulu que ce soit un problème. Et il n'y a qu'une seule nation au monde qui ait ce genre de pouvoir sur l'Ukraine. Ce sont les États-Unis. Je crois vraiment que c'est un mécanisme pour faire pression sur Zelensky, pour manipuler le système. Et si j'étais Ukrainien, je dirais qu'ils sont tous corrompus. Il n'y a pas une seule personne honnête là-bas. Tout le monde à cette table de négociation est sous la coupe des États-Unis. Quand nous déciderons de les faire tomber, ils s'effondreront comme un château de cartes. Voilà ce que j'en pense. Eh bien, vous avez mentionné plus tôt que les Européens ne peuvent pas vraiment intensifier le conflit parce qu'ils n'ont pas les armées nécessaires. Je ne vais pas contester cela. Mais nous avons observé un comportement plus audacieux de la part de l'Ukraine. Des attaques contre des navires commerciaux russes, ceux qu'on appelle la flotte fantôme ou la flotte obscure. Vous savez, le nom est assez explicite. Mais Erdogan s'est maintenant plaint et a exprimé son inquiétude, étant donné qu'il y a eu des attaques contre un pétrolier russe dans la zone économique de la Turquie. Voyez-vous cela comme des attaques désespérées à la fin de la guerre ou comme une tentative de prouver que la Russie peut être vaincue? Quels sont les risques de ces attaques selon vous? C'est une initiative britannique.
Je veux dire, soyons honnêtes, quand on parle des drones navals ukrainiens, c'est une opération entièrement pilotée par les Britanniques. Les Anglais ont été les plus bruyants à propos de la flotte fantôme, influençant les Baltes à agir. C'est donc simplement une manœuvre désespérée de la part du Royaume-Uni. Cela n'aura aucun impact. Je veux dire, ce ne sont pas des navires russes. Je crois que l'un battait pavillon panaméen, appartenant à des Turcs. Les autres étaient ghanéens ou arboraient d'autres pavillons africains. Oui, ils font partie de la soi-disant flotte fantôme, des navires non assurés ou en dehors du cadre d'assurance de Lloyd's, dont la Russie dépend pour transporter son pétrole malgré les sanctions imposées par les Britanniques. Mais tu sais, ça va simplement se retourner contre eux. Je veux dire, on voit déjà la Turquie condamner les actions de l'Ukraine. Le Kazakhstan et d'autres nations qui étaient favorables à la cause ukrainienne prennent maintenant la parole. Ils ont attaqué une plateforme pétrolière qui pompe du pétrole kazakh, ce qui a coûté plus d'1 milliard de dollars au Kazakhstan. Tu sais, combien de temps peux-tu garder un soutien diplomatique quand tu fais des bêtises, quand tu fais des coups stupides comme ça? Donc c'est juste de la stupidité britannique. Ce sont les Britanniques. Tu vois, reculez du bord, les gars, on va tenir jusqu'au bout. Oui, tenez bon. La fine ligne rouge. Vous savez, sauf que les Britanniques ne meurent pas. Ce sont les Ukrainiens qui vont en payer le prix. Et ils vont en payer un prix horrible. Ils seront abandonnés par tout le monde une fois que ce sera terminé. Personne ne les aime. Je le dis depuis le tout début. La seule chose qui rend l'Ukraine attrayante, c'est l'argent qui finit dans les poches des gens. Il n'y a rien d'attirant dans l'Ukraine. Ce n'est pas une démocratie fonctionnelle. Les gens ne la regardent pas en se disant « Voilà le modèle que nous voulons suivre, les gars. La bonne vieille démocratie de Porochenko, l'équivalent européen de la démocratie jeffersonienne. » Non, personne n'aime les Ukrainiens. Personne ne respecte les Ukrainiens. Tout le monde méprise les Ukrainiens. Mais tant que l'Ukraine est capable de faire circuler l'argent dans les poches de certains et d'être utilisée pour, disons, renforcer des positions géopolitiques, eh bien, bon sang, l'Europe a connu un grand moment en laissant les Ukrainiens mourir par centaines de milliers pour elle. Mais c'est fini. L'Ukraine sera abandonnée. Il n'y a qu'une seule nation au monde qui tendra jamais une main sincère à l'Ukraine, et c'est la Russie. L'Ukraine va la prendre à l'avenir car son seul salut passe par la Russie. À moins d'être un Ukrainien de l'Ouest, alors tu meurs. Oui, c'était en fait un commentaire de l'ancien conseiller de Zelensky, Arestovitch. Il faisait remarquer que, ironiquement, les deux seuls pays qui se battraient et mourraient réellement pour les Ukrainiens étaient les Russes et les Biélorusses. Ironiquement, car ce sont eux qui sont maintenant en guerre contre eux, puisqu'ils se sont eux-mêmes placés en première ligne face à l'Ukraine. Il a dit que s'il était président, son premier voyage, dès le premier jour, serait à Moscou, et qu'il promettrait que l'Ukraine ne se laisserait plus jamais utiliser comme ligne de front contre les Russes. Mais eh bien, il semble aujourd'hui très prévisible qu'une fois la guerre par procuration terminée, les Ukrainiens seront abandonnés, comme cela arrive souvent à la fin d'une guerre par procuration. Qu'est-ce que cela signifie pour l'accord de paix? Parce qu'il semble bien que malgré tous les désirs de mettre fin à cette guerre, étant donné que, eh bien, l'OTAN, nous perdons la guerre, donc nous aimerions y mettre un terme, il y a une grande réticence à y mettre un arrêt définitif. Ils aimeraient à l'avenir, je suppose, conserver une armée ukrainienne par procuration qu'ils pourraient utiliser contre la Russie s'ils voulaient raviver les tensions. Donc, je suis assez partagé sur cet accord de paix à certains égards. Je suis plutôt optimiste, étant donné qu'une certaine pression commence à s'exercer sur Kiev et les Européens. D'un autre côté, je reste un peu sceptique, car on n'a pas vraiment l'impression qu'ils soient prêts à renoncer à cette dernière occasion de briser la Russie.
this final opportunity to break Russia. Oh, but listen to your last statement. Final Mais écoutez votre dernière déclaration. Dernière occasion de briser la Russie. Vous pensez que les Russes sont assez stupides pour ne pas comprendre cela? Je veux dire que les Russes sont plus bêtes que terre. J'entends des gens dire « Oh non, nous allons conclure cet accord de paix. Ce sera de manière à ce que les Russes croient qu'ils ont gagné. » Waouh! Donc les Russes seraient vraiment les gens les plus idiots de la planète? Ce sont des enfants? On peut leur tendre une sucette et leur dire que c'est le dîner ou quelque chose comme ça? Non. Les Russes sont les personnes les plus intelligentes à la table en ce moment. Leur corps diplomatique est génial. Font-ils des erreurs? Tout le monde fait des erreurs. Mais la Russie sait exactement ce qui se passe. Poutine a dit, depuis le tout début, que cette guerre ne prendrait pas fin tant que les causes profondes du conflit ne seraient pas résolues de manière permanente. Alors qu'est-ce que l'Europe croit pouvoir faire, au juste? Vous pensez que la Russie va rester là à dire « D'accord, oui, on plaisantait, on ne va pas résoudre les causes profondes. On va laisser l'Ukraine tranquille pour que vous puissiez la renforcer dans 10 ans et qu'on recommence tout ça. » Cela n'arrivera pas. Il n'y aura aucun accord de paix qui permette cela. Aucun. Zéro. Et la Russie tient le volant. Il n'y a aucune pression qu'on puisse exercer sur la Russie en ce moment pour la faire changer d'avis. Aucune. Et vous savez, en ce moment, l'administration Trump est uniquement concentrée sur le gain financier. Je veux dire, la pensée géopolitique traditionnelle est mise de côté. L'Europe, tout le monde s'en fiche. C'est la réalité. Vous ne comptez pas. C'est fini. Ils ne se coordonnent même pas avec vous. Ils ne vous appellent même pas. Ils ont eu leur réunion avec les Ukrainiens et Rubio n'a même pas le droit de passer un coup de fil à l'Europe. Il retourne simplement jouer à ses petits jeux avec le Venezuela. Vous savez, Witkoff et Jared partent à Moscou pour faire leurs affaires. Pourquoi? C'est entièrement une affaire commerciale en ce moment. Et je vais vous dire une chose, la Russie a un potentiel économique bien plus important que l'Ukraine. Au bout du compte, c'est cela qui va influencer les États-Unis. Si l'Ukraine ne veut pas jouer le jeu, alors la Russie absorbera l'Ukraine. Trump l'a déjà reconnu. Les États-Unis pourront alors indirectement tirer profit des ressources ukrainiennes en concluant des accords commerciaux avec la Russie. Mais tout cela se résume à une immense transaction commerciale. Est-ce que ça va réussir? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si Trump a la capacité de réussir cela, car il y a beaucoup d'opposition politique à cette idée aux États-Unis, et les élections de mi-mandat approchent. Mais penser qu'on va forcer la main à la Russie pour qu'elle accepte un accord qui ne lui accorde pas ce qu'elle obtiendrait simplement en continuant à se battre, il n'y a rien que quiconque puisse faire pour empêcher ce résultat sur le champ de bataille. C'est fini. Tout est fini, sauf la mort. Je veux dire, beaucoup d'autres Ukrainiens pourraient encore être tués, et la Russie, tragiquement, est prête à les tuer si c'est ce qu'il faut. Mais l'Europe est perdue. Elle ne compte même plus. C'est embarrassant d'être européen aujourd'hui. Littéralement. Je suis désolé, mais vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité par pure incompétence, par manque d'éthique, de moralité, de tout. Vous avez permis que l'Ukraine soit sacrifiée comme un pion, et maintenant vous en payez le prix, car il ne reste plus rien. Je veux dire, je ne sais pas combien de fois je dois entendre l'Allemagne, la France et tout le monde parler de cette armée de 800 000 hommes qu'ils vont construire. Bonne chance. Je vous souhaite le meilleur. Allez-y, construisez-la. Cela ne fera qu'accélérer votre effondrement, car vous ne pouvez pas vous le permettre. Et il n'y a pas 800 000 Européens prêts à se battre et à mourir pour votre cause. Déjà en Allemagne, vous savez, environ 16%
et je pense que ce chiffre baisse à mesure que nous parlons, 16% sont prêts à mourir pour l'Allemagne si elle est envahie. Combien d'entre eux seraient prêts à mourir pour l'Allemagne si c'est elle qui envahit quelqu'un d'autre? Donc l'Europe est tout simplement hors de propos. Tout se résume à Trump, et à savoir si Trump peut, vous savez, manipuler le système. Nous verrons bien. J'aimerais savoir ce qu'il a exactement sur l'Ukraine, parce que cela va, parce que souvenez-vous, le problème avec la corruption, c'est que c'est une rue à double sens. Et si vous commencez à jouer la carte de la corruption, cela peut se retourner contre vous. C'est-à-dire que vous pourriez découvrir des choses sur des politiciens américains que vous n'avez pas vraiment envie de découvrir. Donc Trump doit être un peu malin ici, dans la façon dont il met la pression sur les Ukrainiens. La bonne nouvelle cependant, c'est que la CIA sait tout sur l'Ukraine. Nous possédons l'Ukraine depuis longtemps. Nous possédons chacun de ces types, ils sont tous sur notre liste de paie. Nous avons des dossiers sur eux. Nous connaissons tous leurs salles secrets. Tous. Et nous pouvons jouer avec ça, tu sais, comme nous le voulons. Mais comme je l'ai dit à un moment donné, quelqu'un ne sera peut-être pas disposé à simplement rester assis et se laisser couler en silence. Il pourrait commencer à sortir les preuves, et ces preuves pourraient être compromettantes pour de nombreux politiciens américains, y compris Trump d'ailleurs. Including Trump, by the way. Oui. Eh bien, ce qui est insensé, c'est que la plainte actuelle, encore une fois venant des Européens, même si ça n'a plus vraiment d'importance, c'est que toute paix maintenant ne peut pas être acceptée, car elle donnerait l'impression d'une capitulation. Mais encore une fois, s'ils avaient voulu un résultat plus équilibré à la guerre, ils auraient pu agir plus tôt. Je veux dire, si l'on remonte à 2014 ou à février, un gouvernement d'unité aurait suffi à résoudre la crise interne dans le cadre de Minsk. Avec l'accord de Minsk, ils auraient pu réintégrer le Donbass à l'Ukraine. Et maintenant, après 3 ans sans diplomatie, oui, tout accord ne fait qu'empirer. Et même maintenant, ils ne veulent toujours pas appeler. Pour moi, c'est incompréhensible. Ils ne veulent pas parler à Moscou, mais ils veulent une place à la table des négociations. Je ne suis pas sûr de comprendre comment cela fonctionnerait. Vous savez, ils se contenteraient de s'asseoir là et de les condamner. Je ne vois pas très bien comment cela se déroulerait en pratique. Mais j'ai vu un rapport du général Sir Richard Shirreff à Londres, dans lequel il soutient que tout accord de paix qui ne conduit pas finalement à l'effondrement de l'Empire russe est inutile. Pourtant, il est favorable à un accord de paix, car cela donnerait à l'Ukraine le temps de se réarmer et de se préparer à de futurs affrontements. Ce qui, encore une fois, revient essentiellement à un Minsk III. C'est très étrange, étant donné que l'accord ne fera qu'empirer plus s'ils attendent. La Russie n'acceptera jamais un Minsk III. Pour faire un Minsk III, il faut avoir un levier sur la Russie. Et il n'y en a aucun. Je veux dire, vous savez, je reviens tout juste de Russie. Regardons la réalité en face. Poutine se prépare à se rendre en Inde cette semaine, je crois, où ils vont se serrer la main, s'embrasser et signer d'énormes accords énergétiques. Donc l'idée que l'Inde va exclure le pétrole russe de son marché n'arrivera pas. Les sanctions secondaires ne fonctionneront pas. La Chine les a déjà ignorées. Et que va faire les États-Unis? Se lancer dans une guerre commerciale totale avec l'Inde maintenant? Non. Et l'Inde va acheter des armes russes. Ils vont parler d'un commerce massif. C'est ça que signifient les BRICS. Vous savez, Trump n'a pas vaincu les BRICS. Les BRICS sont toujours là. Donc vous savez, l'idée un peu utopique d'un effondrement de l'économie russe, comprenez ceci. Contrairement à l'Europe, l'économie russe a une solution de repli. Disons hypothétiquement que toutes les sanctions fonctionnent comme prévu et que la Russie se retrouve à court d'argent, incapable de financer la guerre. Si c'était une économie capitaliste traditionnelle, fondée sur la finance, il y aurait beaucoup de problèmes.
Mais toutes les grandes industries en Russie sont des sociétés par action dont l'État détient la majorité, voire la totalité, des parts. Most, if not all, of the joint stock. Russia can militarize their economy that La Russie peut militariser son économie aussi rapidement. Il lui suffit de passer du jour au lendemain à une économie de mobilisation de guerre. Bam! Il ne rate même pas une étape. Les économies des gens ne seront plus là, ne seront plus accessibles. Vous savez, il y aura des choses qui devront se produire, les gens devront se serrer la ceinture. Mais on ne peut pas battre la Russie. On ne peut pas battre la Russie, cela n'arrivera tout simplement pas. Et donc, je ne sais pas ce que Zaloujny pense qu'il va se passer ici. Il n'y a plus de pression. Zaloujny est fini, terminé, c'est fini. Il n'a plus aucune viabilité. Il n'y aura pas d'avenir en Ukraine. Il passera le reste de sa vie à Londres à travailler pour le MI6, à jouer à des jeux stupides, essayant de rassembler les éléments de Bandera pour les infiltrer de nouveau en Ukraine et raviver l'Ukraine. Le nationalisme ukrainien, des choses de ce genre. C'est la même chose que fait Khodorkovsky avec ses milliards, assis à Londres en essayant de mobiliser les hommes d'affaires russes contre Poutine. C'est un fantasme du MI6, un rêve humide. Cela n'arrivera pas. Il n'y aura pas d'accord de paix comme l'Europe pense qu'il y en aura un, ni comme l'Ukraine le souhaite. Ce qu'il y aura, c'est une reddition inconditionnelle. Maintenant, cela pourra être présenté de manière à ressembler à un accord de paix, mais cette guerre ne se terminera pas avant que la Russie n'obtienne 100% de tout ce qu'elle veut. Et plus cela dure, plus l'appétit de la Russie grandit. C'est la réalité. La Russie ne cédera sur rien de tout cela. C'est le fond du problème. Oui, l'appétit grandit. J'ai moi aussi vu certains signes de cela. Par le passé, ils utilisaient le langage des villes prises à Soumy ou à Kharkov. Maintenant, ils parlent de villes libérées, ce qui indique en quelque sorte que les appels à un règlement pacifique ne feront que croître, je suppose, plus cette situation se prolonge. D'un autre côté, ils avaient prévenu que cela s'intensifierait si les Européens ou l'Occident prolongeaient le conflit. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les structures de sécurité plus larges et pour l'Occident politique? Car encore une fois, cette guerre, si l'on est honnête, concerne l'effondrement du système, l'effondrement de l'architecture de sécurité pan-européenne, le rêve d'après-guerre froide de créer une Europe sans les Russes. C'est une vision hégémonique d'une Europe intégrée dans un monde unipolaire. Mais maintenant que tout cela s'effondre, que se passe-t-il? Parce que le but même de l'OTAN était, vous savez, de garder les Américains impliqués, les Allemands sous contrôle et les Russes à l'écart. Il semble que la conséquence de cette guerre soit que les Américains commenceront à se retirer, pas complètement, mais qu'il sera impossible d'empêcher les Russes d'avoir une place à la table. Je veux dire, on peut leur refuser une voix et une place à la table. Mais si on leur refuse une voie institutionnelle, ils s'affirmeront autrement. Donc, c'est pas très intelligent. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN? J'imagine que cela concerne l'hégémonie américaine, l'avenir de l'Europe et le rôle de l'OTAN. Si j'étais les Européens en ce moment, je reprendrais le projet de traité russe qu'ils ont soumis à l'OTAN le 17 décembre 2021. J'enlèverais la poussière, je le mettrais sur la table et je demanderais aux États-Unis d'apporter leur exemplaire. Ensuite, je me tournerais vers les Russes et je dirais « Nous sommes prêts à parler. Faites en sorte que les Russes réagissent à vous, d'accord? Faites en sorte que les Russes engagent le dialogue maintenant. Pourquoi? Parce que plus vous montrez de responsabilité en adoptant une approche constructive pour améliorer les cadres réels de sécurité européenne, moins la Russie sera paranoïaque quant à vos intentions en Ukraine. Laissez la Russie gagner en Ukraine. Ils ont gagné. Acceptez-le. Ce que vous devez faire maintenant, c'est sauver l'OTAN, si c'est ce que vous voulez faire.
Et la seule façon de sauver l'OTAN aujourd'hui est de s'asseoir et de discuter avec les Russes d'un cadre de sécurité européen qui permette à une Russie renforcée de coexister pacifiquement avec une OTAN affaiblie, mais toujours solide. Il y aura une zone grise, il y aura une partie de l'OTAN. Vous savez, certaines personnes ont mal interprété ce que signifie retour à 1997. Cela ne veut pas dire que la Pologne ou les États baltes cessent de faire partie de l'OTAN. La Russie n'a jamais dit qu'ils devaient quitter l'OTAN. Ce que la Russie dit, en revanche, c'est que l'infrastructure militaire qui a été poussée vers l'Est depuis 1997 doit revenir en arrière. Par exemple, les sites de missiles balistiques en Pologne et en Roumanie, ils doivent disparaître. Les immenses bases de l'OTAN, elles doivent disparaître. Massive NATO bases, they have to go. That the Eastern European nations will be... Les nations d'Europe de l'Est seront membres de l'OTAN protégées par l'article 5, mais elles ne seront pas des bases à partir desquelles l'OTAN pourra projeter sa puissance contre la Russie. C'est ce qu'il faut faire si l'on veut créer un véritable cadre de sécurité. Et les économies seraient incroyables. Je veux dire, c'est stupéfiant de voir combien l'Europe économiserait si vous faisiez cela. Car on parle alors d'une situation militaire complètement différente. Il ne s'agit plus de constituer la plus grande force du monde, forte de 800 000 hommes, pour combattre les Russes. Il s'agit de structures de sécurité normales qui protègent l'intégrité de l'Europe de manière durable. Et si vous jouez bien vos cartes, cela maintient les États-Unis liés dans une relation transatlantique. C'est votre garantie. La connectivité entre les États-Unis et l'OTAN est très profonde, vraiment très profonde. Et nous ne voulons pas forcément partir, nous ne voulons simplement pas être impliqués dans une guerre ouverte avec la Russie où l'OTAN dicterait les règles. Nous ne serons jamais subordonnés à l'OTAN. Mais si l'OTAN est intelligente, elle veillera à mettre en place un cadre de sécurité européen réaliste, soutenu par la puissance militaire des États-Unis. C'est leur garantie de sécurité. Et cela pourrait conduire à une véritable stabilité géopolitique, pouvant servir de base à une relance économique. Je veux dire, c'est la chance de l'Europe. Mais il faut commencer par respecter le fait que la Russie existe, et que la Russie existe avec des sphères d'intérêt et d'influence. C'est une réalité. On ne peut pas continuer à parler de l'OTAN comme ayant des sphères d'intérêt et d'influence, et de la Russie comme non aucune. Le fait est que les deux ont des sphères d'influence, et qu'il y aura des zones où ces sphères se chevauchent. Et dans ces zones, il faut trouver des solutions. Si l'on regarde ce plan de paix en 28 points et la vision de l'administration Trump, on y parle de cela, de la manière de collaborer avec la Pologne pour gérer la réalité du fait que la Pologne se trouve juste à la frontière. Comment s'assurer que la Russie ne considère pas la Pologne comme une menace tout en protégeant cette dernière? Ce sont là quelques-uns des sujets qui doivent être abordés. Comment faire en sorte que les pays baltes se sentent en sécurité sans que les Russes ne disent « Hey, vous êtes à 2 pas de Saint-Pétersbourg » ou « Vous menacez sans cesse de couper Kaliningrad » ou encore « Vous continuez à dire que la Baltique est un lac de l'OTAN ». Il faut trouver un moyen, il faut trouver un équilibre. C'est possible, mais cela va exiger que l'Europe change fondamentalement de direction. Et cela va nécessiter un nouveau leadership, car les anciennes élites politiques et économiques se sont renforcées en s'appuyant sur l'idée d'une menace russe constante qui le justifiait. L'expansion de l'OTAN et la posture de l'UE vont de pair. Quand on parle d'une politique étrangère indépendante de l'Union européenne, elle n'est vraiment indépendante que dans la mesure où elle présente l'Europe comme un contrepoids à la Russie. C'est une vieille façon de penser. Elle a échoué de manière fatale en Ukraine. L'Europe a une chance de se sauver, car sinon, si elle ne le fait pas, la Russie obtiendra de toute façon ce qu'elle veut. L'OTAN s'effondrera, le EBEB s'effondrera, et vous savez, ce sera la fin.
and that's it. That's one of the greatest challenges, I think, of C'est l'un des plus grands défis, je pense. Surmonter cet ordre hégémonique européen hérité de l'après-guerre froide. Parce que, sous une hégémonie, on n'a pas à se soucier de la concurrence en matière de sécurité. Par définition, on n'a pas à se préoccuper de ce que pensent les autres centres de pouvoir. Mais cette idée selon laquelle il suffirait de dissuader les Russes, ce que vous appelez réduire la concurrence sécuritaire. Encore une fois, comment les États baltes peuvent-ils se sentir en sécurité sans que nous menacions les Russes? Cela exige de passer d'un état d'esprit hégémonique à une reconnaissance de la réalité de la concurrence en matière de sécurité. Je pense qu'il s'agit d'une réflexion sophistiquée, avec laquelle notre direction actuelle pourrait avoir du mal. Mais encore une fois, il considère la guerre en Ukraine et la question territoriale comme la cause de tout cela. Pourtant, la guerre en Ukraine est en réalité un symptôme, une conséquence de cette Europe brisée. Et le différend territorial est, là encore, le résultat du refus de gérer cette zone tampon. Juste ma dernière question. Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant en l'absence d'un accord de paix? Parce que la ligne de défense territoriale allant de Huliaipol à Pokrovsk, Mirnorad, Siversk, Kupiansk, tout cela semble s'effondrer ou est déjà tombé aux mains de la Russie. Alors, comment ça change-t-il la nature de la guerre? Parce qu'il s'agissait d'une ligne défensive très importante qui retenait les Russes, et maintenant elle s'effondre. Non seulement les Ukrainiens ont beaucoup moins de troupes, moins d'équipements et moins de soutien, mais leurs lignes défensives ont disparu. Donc je ne sais pas. J'imagine que si j'étais à Moscou, je ne serais pas d'humeur à faire des compromis en ce moment. S'ils ne font pas un compromis majeur, étant donné qu'ils ont enfin percé cette dernière grande ligne défensive, à quoi t'attendrais-tu ensuite, en utilisant ton expérience du renseignement militaire pour évaluer ce que les Russes pourraient envisager? Eh bien, la guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Je veux dire, c'est du vieux Clausewitz, ça. Et je suis sûr que Sun Tzu a dit quelque chose de similaire à un moment donné dans ses nombreuses déclarations sur la guerre et la politique. Nous devons faire attention à ne pas raisonner uniquement en termes militaires. C'est très tentant en ce moment, car nous avons atteint le point culminant où la Russie sera en mesure d'accomplir militairement ce qu'elle n'a pas pu faire jusqu'à présent. Je veux dire, Odessa est à portée de main. Ce n'est pas inconcevable. Il n'y a rien à Kherson en ce moment. Si les Russes font s'effondrer le front de Zaporojie, traversent le Dniepr en force, puis décident de pivoter vers le sud, la rive droite de Kherson tombera avec Mykolaïv. Ils seront alors aux portes d'Odessa, et rien ne pourra les arrêter. Mais maintenant, tu sais, une certaine frustration s'est exprimée dans certains cercles à propos du manque, disons, d'instinct de tueur de Vladimir Poutine. Pourquoi n'a-t-il pas décapité Bankova? Parce qu'il pense plus grand que simplement décapiter Bankova. Souviens-toi, avant l'opération militaire spéciale, il y avait le projet de traité russe pour un cadre de sécurité européen. La Russie pense à long terme, à ce qui sert le mieux ses intérêts. Et en ce moment, si la Russie parvient à sécuriser les 4 territoires qu'elle revendique à la suite du référendum de septembre 2022, et à obtenir, et c'est là le point crucial, que les États-Unis et l'Europe reconnaissent ces territoires comme russes, si elle peut mettre fin aux sanctions liées à la Crimée et normaliser ses relations économiques avec le reste du monde, comparer cela à une victoire militaire, prendre Odessa, voire même Kharkiv. Mais personne dans le monde ne reconnaîtra cela. Et avec cela, personne ne le reconnaissant, cela devient une situation permanente où les sanctions vont lui coûter des milliers de milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Stratégiquement, quelle direction prendre?
strategically, where do you go? And I've just been impressed. J'ai été impressionné par la capacité de la Russie à aller au-delà de la gloire et à réfléchir de manière stratégique à l'endroit où elle doit se situer à long terme. Les BRICS ne fonctionnent pas bien lorsqu'un de leurs membres est en conflit économique permanent avec l'Occident. Ce n'est pas sain pour les BRICS. Et la Russie veut que les BRICS réussissent. La Russie veut faire partie des BRICS. La meilleure façon pour la Russie de s'intégrer aux BRICS est d'être un État-nation pleinement fonctionnel, avec une économie capable de s'insérer partout dans le monde, en particulier avec les États-Unis et la Chine en même temps. Je continue donc de penser que la Russie cherche une voie de sortie. Il y a là une négociation, c'est un équilibre délicat. It's a fine balance. It'll be interesting to see about elections. Ce sera intéressant de voir ce qu'il en sera des élections. Parce que, vous savez, les États-Unis, encore une fois, il se passe des choses fascinantes en coulisses. Des choses non dites. Le genre de situation où deux personnes s'assoient à une table, se regardent et se font un signe de tête, comme pour dire « Tu vois de quoi je parle? Je vois de quoi tu parles. On va pas le dire, d'accord? » Pas besoin de le dire. Et ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis, il semble que nous nous dirigions vers une redéfinition totale de ce à quoi ressemble le gouvernement ukrainien, afin de briser ces structures de pouvoir qui ont maintenu l'Ukraine unie depuis qu'elle est devenue un État indépendant. Pourquoi ferions-nous cela? Pourquoi tout casser et tout reformer? Pour le bien de la démocratie ukrainienne. Elle n'existe pas. Les Russes, en revanche, sont là, avec un gouvernement en attente. Ils ont un plan. Ils ont une vision. Il sera difficile pour les Russes de s'y insérer s'ils doivent passer par les anciennes structures traditionnelles et corrompues qui existent, car la Russie ne s'intègre pas facilement à cela. Mais si l'on brise ce système et que l'on crée quelque chose de nouveau à travers ce processus de paix, la Russie s'y glissera. Et la Russie, par conséquent, n'aura pas besoin d'occuper Odessa, ni d'occuper Kharkiv. Ce qu'elle fera, c'est créer, offrir des options à l'Ukraine. Premièrement, que l'Ukraine devienne partie de l'État de l'Union. Et alors l'Ukraine sera comme la Biélorussie, libre circulation sans visa. Odessa sera une ville russe. Elle sera administrée par l'Ukraine, mais ce sera une ville russe, ce sera la libre circulation. Les Russes viendront et reconstruiront tout, ils posséderont toute l'Ukraine. L'Ukraine s'appellera toujours Ukraine, mais elle fonctionnera comme une extension de facto de la Russie. Je pense que c'est la vision russe et qu'ils peuvent y parvenir par le biais d'une sorte d'accord de paix. C'est une vision plus réaliste que celle d'une Europe conservant une Ukraine capable de frapper la Russie indéfiniment. Mais si la Russie avance trop vite sur le plan militaire, si elle en fait trop, elle gâche cette possibilité, car tout le monde devient alors sur la défensive. La Russie doit faire attention à ne pas devenir ce que l'Europe l'accuse d'être. Et, vous savez, une ruée désordonnée pour occuper ou s'emparer de territoires, être perçue comme cherchant à s'approprier toute l'Ukraine, je pense que la Russie préférerait éviter cela. L'autre aspect, c'est que cela nécessiterait davantage de main-d'œuvre. En fin de compte, les Russes disposent actuellement de suffisamment de force pour avancer jusqu'à un certain point, mais pour aller plus loin, ils devraient mobiliser des troupes supplémentaires. Oui, je ne pense pas que Poutine veuille faire cela. Je pense que l'économie, en ce moment, est orientée pour soutenir, au rythme actuel, encore un an ou deux de ce type d'activité. Mais mobiliser encore plus de main-d'œuvre exercerait une pression sur l'économie. D'où viendrait cette main-d'œuvre? Vous savez, des emplois dans l'industrie de la défense. Ou bien affaiblirait-on les structures économiques civiles, au point de voir des effondrements dans l'économie civile, qu'il faudrait ensuite soutenir au détriment et au préjudice de l'économie russe. Je pense qu'en ce moment, les Russes travaillent avec l'administration Trump pour trouver un équilibre qui donne à la Russie tout ce qu'elle veut,
mais qui crée aussi des opportunités pour l'avenir, ne nécessitant pas que l'armée montre sa force. Going forward that don't require the military to be flexing its muscle. And this is where again the Russians Et c'est là que, encore une fois, les Russes, vous savez, les gens sont fondamentalement ignorants à propos de la Russie et de ce qui s'y passe. J'ai eu l'honneur et le privilège d'aller en Russie et de parler avec ces gens. Quand on leur parle, on se rend compte qu'il se passe des choses que l'Occident ignore ou dont il n'a tout simplement pas conscience. Il existe en Russie un dialogue philosophique important sur l'avenir de l'Ukraine et sur la manière d'y faire face, qui va bien au-delà de l'idée de tuer des bandéristes et de conquérir des territoires. C'est une approche du règlement des conflits bien plus sophistiquée, philosophique et éthique que ce que l'Occident reconnaît à la Russie. to conflict resolution than anybody in the West gives Russia credit for. Yeah, no, I think dumbing it down to mere Oui, non. Je pense que réduire cela à une simple lutte pour le territoire passe complètement à côté de l'essentiel. Donc, merci beaucoup d'avoir apporté un peu de clarté à ce sujet. J'apprécie vraiment. Et oui, j'espère qu'ils trouveront cet équilibre pour ne pas avoir à viser une victoire militaire totale. Merci encore. D'accord, merci. Thanks again. Okay, thanks.